En 1997, en rangeant la vieille maison de mon grand-père, je suis tombé sur de vieilles archives qui ont changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Alexander von Krupp. Je suis un jeune historien et le petit-fils de Maximilian von Krupp. Le manoir, situé dans la banlieue de Berlin, a toujours été un lieu entouré d'une atmosphère de mystère et de secrets non résolus. La maison, avec sa structure robuste et imposante, était comme une relique du passé, avec ses murs couverts de lierre et ses fenêtres poussiéreuses. J'ai décidé de nettoyer le manoir dans l'espoir de découvrir un fragment de l'histoire de notre famille. Je ne savais pas grand-chose de mon grand-père, si ce n'est des rumeurs sur son caractère sévère et distant, des caractéristiques dont ma famille parlait rarement en détail. En explorant le sous-sol, un endroit que j'avais toujours évité lorsque j'étais enfant, je suis tombé sur une porte en bois, cachée derrière une pile de vieux cartons. La serrure, rouillée et inébranlable, grinçait. Après plusieurs tentatives d'ouverture, à l'aide d'une lourde clé, accrochée au mur voisin, la porte s'est ouverte en grinçant, révélant une petite pièce éclairée par une seule ampoule qui clignotait, créant des ombres inquiétantes sur les murs. À l'intérieur, l'air était épais et oppressant, comme si le temps s'était arrêté. L'impression d'ancienneté et de mystère était palpable. Au fond de la pièce, à moitié cachée sous une couche de poussière et de toile d'araignée, j'ai trouvé une vieille botte. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai ouverte, impatient de découvrir ce qu'elle contenait. À l'intérieur de la botte se trouvait une collection de documents et de dossiers jaunis par l'âge. J'ai commencé à parcourir les documents. Les premières pages n'ont rien donné, jusqu'à ce que je tombe sur un dossier intitulé « Projet Arctos ». Les documents parlaient d'un projet secret de la Seconde Guerre mondiale, initié par le Führer lui-même, visant à créer des soldats capables de s'adapter au froid extrême. Le projet, dirigé par mon grand-père, le général Maximilian von Krupp, consistait à croiser génétiquement des humains avec des loups de Sibérie afin de créer des soldats dotés d'une endurance et d'une adaptabilité accrues aux conditions humaines. Au fur et à mesure que je lisais, je me plongeais de plus en plus dans les détails sinistres et inquiétants du projet Arctos. J'ai alors réalisé que mon grand-père n'était pas seulement un officier de haut rang de l'USS, mais qu'il était également impliqué dans des expériences d'une nature inimaginable. Cette découverte a marqué le début d'un voyage terrifiant et fascinant dans le passé, qui promettait de révéler des secrets qui n'auraient peut-être jamais dû être dévoilés. L'histoire que j'ai découverte dans ces anciennes archives m'a ramené en 1942, une année sombre au milieu de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le monde était en proie au chaos et au désespoir, et les forces nazies étaient à la recherche de n'importe quel avantage pour assurer leur victoire. C'est dans ce contexte qu'est né le sinistre projet Arctos. Le Führer, obsédé par la supériorité et la conquête, ordonne la création d'un projet capable de fournir des soldats capables de résister au froid extrême et de conquérir efficacement les territoires ennemis dans le nord glacé. Ce projet, entouré du plus grand secret, était hébergé dans des pièces cachées à Wewelsburg, un château devenu forteresse de la recherche ésotérique et scientifique. Mon grand-père, le général Maximilian von Krupp, connu pour son efficacité brutale et sa loyauté sans faille envers le Führer, a été choisi pour diriger ce projet. Maximilian était un officier SS craint, à la fois par ses ennemis et par ses propres hommes. Grand, imposant, rayonnant d'autorité, le général von Krupp ne tolère pas l'échec et poursuit ses objectifs avec une détermination farouche. À ses côtés, un groupe restreint de scientifiques dévoués et sans scrupules travaille sans relâche à la réalisation des ambitions du Führer. Parmi eux, le docteur Heinrich Stahl, un généticien réputé à la moralité douteuse,
et le docteur Gustav Reinhardt, un biologiste dont la pratique était aussi sinistre que sa réputation. Ces hommes, aveuglés par la promesse de gloire et de pouvoir, sont prêts à mener des expériences qui vont à l'encontre des lois de la nature et de l'éthique. L'objectif du projet Arctos est de créer des soldats dotés d'une endurance et d'une adaptabilité supérieures, capables de résister au climat froid du front de l'Est. Pour ce faire, les scientifiques ont prévu de croiser génétiquement des humains avec des loups de Sibérie, des animaux connus pour leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. La première étape du projet a consisté à sélectionner des sujets humains et des loups de Sibérie appropriés. Les sujets ont été recrutés dans les camps de prisonniers et parmi les soldats blessés au front, des personnes considérées comme jetables et facilement remplaçables. Les loups de Sibérie, quant à eux, ont été capturés dans les toundras gelées du Nord, féroces et sauvages. Les documents décrivent un processus de sélection au cours duquel les captifs étaient évalués physiquement et mentalement, afin de déterminer s'ils étaient aptes à être utilisés. Les loups, quant à eux, étaient sélectionnés pour leur force, leur taille et leur férocité. Le général von Krupp supervisait personnellement cette sélection, s'assurant que seuls les plus forts et les plus désespérés étaient choisis. En lisant ces détails, j'ai été envahi par un sentiment d'horreur. La froide efficacité avec laquelle mon grand-père et ses scientifiques ont mené à bien ces procédures m'a fait froid dans le dos. Ils étaient sur le point de se lancer dans une expérience qui remettrait en question non seulement la nature humaine, mais aussi les limites de la moralité. Ainsi, lorsque les cobayes et les loups ont été sélectionnés, le projet Arctos était prêt à entamer sa phase la plus sombre. Les cobayes et les loups de Sibérie sont transportés dans des camions, scellés sous la stricte surveillance de soldats SS. L'arrivée de ces ingrédients nécessaires marque le début de la phase expérimentale du projet Arctos. Les cobayes, un mélange de prisonniers et de soldats blessés, sont placés dans des chambres souterraines, où le froid et l'humidité exacerbent leur souffrance. Des loups, capturés et ramenés des toundras glacées du Nord, sont enfermés dans des cages fortifiées. Leurs yeux brillent d'une férocité inébranlable, même en captivité. Dans le laboratoire principal, une atmosphère de tension et d'anticipation enveloppe l'équipe scientifique. Les chefs de projet, les docteurs Heinrich Stahl et Gustav Reinhardt, ainsi que le général Maximilian von Krupp, se plongent immédiatement dans le processus scientifique qui aboutira à cette effroyable fusion génétique. La première étape importante consiste à prélever du sang sur les loups. Les scientifiques, équipés de combinaisons de protection et d'instruments chirurgicaux, s'approchent prudemment des cages. Avant la prise de sang, chaque loup est mis sous sédatif et solidement attaché. Le liquide épais et foncé a été recueilli dans des tubes stériles, chaque goutte représentant un indice possible de la réussite du projet. L'étape suivante consistait à synthétiser ce sang pour le rendre compatible avec le corps humain. À l'aide de techniques scientifiques avancées, l'équipe de Stahl et Reinhardt a manipulé l'ADN des loups, isolant et amplifiant les caractéristiques qui leur conféraient une tolérance au froid et une capacité d'adaptation. Le processus, qui combine génétique et alchimie moderne, est aussi fascinant que terrifiant. Pendant des jours, les scientifiques ont travaillé sans relâche dans leur laboratoire, entourés d'équipements de pointe et de piles de documents et de formules. Les fioles de sang synthétisées se multiplient, brillant sous la lumière fluorescente d'une teinte rougeâtre et réaliste. Chaque fiole est une promesse d'avenir, un mélange d'espoir tordu et d'ambition débridée. Enfin, l'heure de vérité a sonné. La première transfusion de sang synthétisé au sujet d'expérience.
Les hommes sélectionnés sont transportés dans une salle stérile, leur corps faible et tremblant, étroitement attachés à des brancards métalliques. Leurs yeux reflètent un mélange de peur et de soumission alors qu'ils fixent le plafond pendant que des aiguilles percent leurs veines. L'équipe médicale, dirigée par le docteur Stahl, a injecté le sang du loup avec une précision quasi rituelle. Le liquide rouge s'écoule lentement dans les tubes, s'infiltrant dans le corps des humains avec une froideur inquiétante. Les humains gémissent et se tortillent, leur corps essayant de s'adapter à l'invasion génétique. Le général von Krupp observe la scène depuis une fenêtre élevée, le regard froid et calculateur. Il sait que ce n'est que le début. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si le projet Arctos pourra tenir ses promesses ou sombrer dans l'abîme de l'échec. Lorsque la première transfusion fut terminée, un sentiment d'anticipation envahit la salle. Les scientifiques et les soldats retenaient leur souffle, attendant un signe, une indication que l'expérience avait réussi. Les corps des sujets étaient immobiles, unis dans une union contre nature et impossible à reproduire, qui pouvait changer le cours de l'histoire. Ainsi, alors que le sang des loups coulait dans les veines des humains, le projet Arctos faisait son premier pas dans l'inconnu. Les premiers jours suivant la transfusion se déroulent dans un silence tendu. Attachés à des brancards, les sujets restent immobiles, tandis que l'équipe de scientifiques surveille chaque signe vital, chaque fluctuation de leur corps. Mais malgré leur vigilance constante et leurs grands espoirs, aucun changement n'est de visible. Le sang des loups de Sibérie semble être absorbé par leur corps sans effet immédiat. Le général Maximilian von Krupp, qui observe la situation depuis sa position surélevée, conserve un calme impénétrable. Justend, mais derrière ses yeux froids et calculateurs, la déception guette. Il a promis des résultats et le Führer n'est pas un homme patient. La pression sur ses épaules est immense et le temps presse. Les docteurs Heinrich Stahl et Gustav Reinhardt décident donc d'intensifier le traitement. Si la première dose ne provoque aucune réaction, peut-être qu'une dose plus importante apportera le changement désiré. C'est un risque, mais le projet Arctos ne peut se permettre d'échouer. Avec l'autorisation du général, l'équipe a préparé un nouveau lot de transfusion, cette fois avec une dose beaucoup plus importante de sang synthétisé. Les cobayes, ignorant ce qui les attend, sont soumis à nouveau au processus. Le sang, désormais plus concentré, s'écoule dans les tubes à une vitesse perceptible, envahissant leurs corps affaiblis. L'attente qui suit est angoissante. Les scientifiques observent d'un œil fatigué mais attentif, notant chaque détail. Les corps des sujets restent immobiles, mais la tension dans l'air est presque palpable. Il y avait de l'incertitude dans l'air, la peur de l'inconnu et l'espoir désespéré d'une percée. Des heures interminables s'écoulent avant que rien ne change. Une nuit, alors que les scientifiques faisaient leur ronde habituelle, une alarme retentit, rompant le silence de la pièce. Le son strident se répercute dans les couloirs et attire l'attention de tous. Scientifiques et soldats se précipitent dans la salle de test, le cœur battant. L'un des cobayes, Jusande, jusqu'alors en léthargie, se mit à convulser. Son corps se tord sur la civière, secoué de spasmes incontrôlables. Sa bouche était écumante, et ses yeux sauvages étaient remplis d'une douleur indescriptible. Le personnel se précipite pour le maîtriser, mais ses mouvements sont trop désordonnés et violents. Le docteur Stahl s'efforce de rester calme et crie des ordres aux assistants qui tentent de maîtriser le patient. La situation se détériore rapidement et la confusion règne. Personne ne sait exactement ce qui a provoqué la réaction, ni comment la contrôler. Au milieu du chaos, le général von Krupp entre dans la pièce, sa présence autoritaire rétablissant l'ordre pour un moment.
Il regarde autour de lui avec un mélange d'intérêt et d'inquiétude. Les spasmes du sujet s'intensifient jusqu'à ce que son corps devienne complètement immobile. Les scientifiques s'approchent prudemment, craignant le pire. Le sujet semble avoir cessé de respirer et ne donne plus aucun signe de vie. L'expression du visage du général est indéchiffrable. Il ordonne que le corps soit enlevé et préparé pour une incinération immédiate, estimant que l'expérience est un échec. Cependant, au moment où l'équipe scientifique s'apprête à retirer le sujet, celui-ci, toujours ligoté, s'élance vers l'avant et tente de mordre l'un des scientifiques. Un cri de surprise retentit dans la salle, paralysant tout le monde pendant un instant. Le général von Krupp, qui s'est rapidement remis du choc initial, ordonne de nouvelles mesures de sécurité. Les scientifiques, bien qu'effrayés, sont intrigués. Malgré l'échec apparent, quelque chose a changé dans l'installation, quelque chose qui nécessite une étude plus approfondie. L'atmosphère au centre Agne-Nerve est tendue. L'incident avec le sujet du test a rendu tout le monde tendu, et des questions sans réponse sont suspendues dans l'air. La réaction violente du sujet, que tout le monde croyait mort, n'a pas seulement choqué l'équipe scientifique, mais a fait naître une nouvelle étincelle d'espoir et de peur. Le général Maximilian von Krupp, qui observe la scène depuis sa position élevée, éprouve des sentiments mitigés. La réaction violente du sujet, bien que dangereuse, signifie que le projet Arctos a donné des résultats. C'est le premier pas, bien que timide, vers le but ultime. Les scientifiques s'approchèrent prudemment du sujet, qui était maintenant tenu par plusieurs assistants. Ses yeux sont ouverts et fixent le lointain. Sa respiration est irrégulière. Le docteur Heinrich Stahl, armé d'un stéthoscope et d'une torche, se penche sur le sujet pour l'examiner de plus près. Ce qu'il découvre le laisse perplexe. Le sujet, apparemment mort il y a quelques minutes, montre maintenant des signes de vie, bien que très faibles. Le pouls est presque imperceptible, mais il y en a un. Le docteur Stahl, avec l'aide du docteur Gustav Reinhardt, effectue une série de tests rapides. Ce qu'il découvre est stupéfiant. Le sujet a développé la capacité d'arrêter temporairement son pouls, simulant ainsi la mort. Cette découverte est aussi passionnante qu'inquiétante. La capacité du sujet à tromper l'équipe en simulant la mort indique un niveau d'adaptation et de changement auquel il ne s'attendait pas. Cette capacité pourrait être le résultat direct d'une fusion génétique avec les loups de Sibérie, dont l'instinct de survie dans des situations extrêmes est légendaire. Après avoir entendu les rapports préliminaires, le général von Krupp ne peut s'empêcher de ressentir une certaine excitation. Bien que l'expérience ait pris une tournure inattendue, le résultat n'est pas un échec total. En outre, il ouvre de nouvelles possibilités. Cependant, il est conscient des dangers qui l'attendent. Si les sujets parvenaient à tromper les scientifiques, ils pourraient donc devenir une menace incontrôlable. D'un regard froid et calculateur, le général donne de nouveaux ordres. Les cobayes doivent être rendus plus sûrs. Ils ont été muselés afin d'éviter toute tentative de morsure ou d'attaque du personnel. En outre, les cellules ont été renforcées et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour que les cobayes ne puissent pas s'échapper ou se blesser. Une fois les nouvelles mesures de sécurité mises en place, les scientifiques ont poursuivi les essais, en surveillant de près chaque changement dans l'état des sujets. Les données de recueillies ont été soigneusement analysées à la recherche de modèles et de réponses. Chaque petit détail est noté, chaque anomalie est étudiée. L'installation, déjà lugubre et déprimante, est devenue encore plus tendue. Les soldats qui gardaient les zones clés avaient reçu l'ordre strict de tirer pour tuer en cas d'anomalie. Le sentiment que nous sommes sur le point de faire une grande découverte
combinée à la peur de l'inconnu, imprègne toute l'atmosphère. Le général von Krupp se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire. Ils sont allés trop loin et le risque d'échec est inacceptable. Il prend de nouvelles mesures de sécurité. Avec une détermination renouvelée, il ordonne la poursuite des essais. Le projet Arctos ne peut pas se permettre d'échouer, et chaque jour les rapproche de leur but ultime. Les sujets des tests, surveillés avec des précautions accrues, commencent à montrer des signes d'une transformation plus profonde et plus inquiétante. Les changements physiques et comportementaux deviennent donc de plus en plus évidents, confirmant que le projet Arctos est loin d'être un échec. Les premiers signes des changements bestiaux sont à peine perceptibles. La peau des sujets a commencé à se durcir et à se couvrir d'une fourrure épaisse et rude, semblable à celle des loups de Sibérie. Les yeux prirent un éclat artificiel, reflétant la lumière et ressemblant à des bêtes nocturnes. Les ongles deviennent des griffes acérées, capables de déchirer la chair et le métal avec la même facilité. Le général Maximilian von Krupp et son équipe scientifique observent ces changements avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Les docteurs Heinrich Stahl et Gustav Reinhardt notent méticuleusement chaque détail, chaque changement dans le corps des sujets. Les muscles des hommes ont gonflé et se sont renforcés, leur donnant une apparence presque grotesque de force et de brutalité. Leurs jambes se déforment et s'ornent de crocs, ce qui leur confère une plus grande agilité et une apparence plus prédatrice. Le comportement des sujets est également devenu différent de celui des humains. Au début, ils répondaient aux ordres avec une apparente obéissance, mais au fil du temps, leurs réactions sont devenues imprévisibles et violentes. Leurs sens se sont aiguisés jusqu'à atteindre des niveaux surhumains, et ils ont fait preuve d'une agilité et d'une force qui dépassent l'entendement. Ils pouvaient donc détecter la présence de scientifiques et de soldats à plusieurs mètres de distance avec une rapidité et une précision effrayantes. Lors des séances d'alimentation, ils font preuve d'une voracité inhumaine. Les sujets dévoraient dans de grandes quantités de viande crue, avec une avidité sauvage, et leurs mâchoires et leurs dents, qui semblaient désormais plus aiguisées, travaillaient avec une efficacité terrifiante. La faim inextinguible et l'agressivité accrue rendent le travail avec ces cobayes de plus en plus dangereux. Face à cette menace croissante, le général von Krupp décide d'isoler les cobayes dans une salle en béton armée. La sécurité du personnel et l'intégrité du projet dépendent du confinement de ces créatures. Les nouvelles chambres, construites avec des matériaux conçus pour résister à des contraintes extrêmes, sont devenues une prison pour ces déviants humains. Le transfert dans les nouvelles cellules a été un processus éprouvant et soigneusement chorégraphié. Les sujets sont mis sous sédatifs et transportés sous haute surveillance. Les Zweitausendin, des soldats armés de fusils à balles d'argent, accompagnent les scientifiques pendant le transfert. Une mesure extrême mais nécessaire. Chaque mouvement est calculé. Chaque précaution est prise pour éviter un désastre. Une fois dans leur nouvelle prison, les scientifiques ont poursuivi leurs observations à distance de sécurité. Les sujets, devenus d'apparents hybrides homme-loup, explorent leurs limites avec une sinistre intelligence. Communiquer avec eux devient impossible. Tout vestige d'humanité semble avoir disparu. Pourtant, leurs actions témoignent d'une stratégie qui défie la simple animation. Ils se déplaçaient avec une coordination étonnante. Leurs yeux rouges brillaient d'une fureur contenue. Le général von Krupp, bien que conscient du danger que représentent ces créatures, ne peut cacher sa satisfaction. Le projet Arctos a progressé plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Ces soldats, ces bêtes, étaient l'aboutissement de ses ambitions, un témoignage de la fusion de la science et de la brutalité. Pourtant, au fond de lui, une question subsistait.
pouvait-il vraiment contrôler ces créatures, ou le projet Arctos allait-il devenir un cauchemar aux proportions inimaginables? Après avoir isolé les sujets d'expérience et renforcé les mesures de sécurité, le général se rend compte que la prochaine étape sera décisive. La frontière entre le succès et le désastre est plus mince que jamais. Au fil des semaines, l'installation Agne-Nerve est devenue un lieu d'observation et d'analyse permanente. Les scientifiques, dirigés par les docteurs Heinrich Stahl et Gustav Reinhard, passent d'interminables heures à étudier chaque aspect des sujets. Les changements physiques sont évidents, mais ce sont les aspects comportementaux et les capacités surhumaines qui demandent le plus d'attention. Des observations détaillées ont montré que les sujets avaient même développé une dextérité et des sens bien supérieurs à ceux des humains. Ils pouvaient se déplacer avec une rapidité et une précision effrayantes, et leurs réactions étaient presque instantanées. Les sujets ont une ouïe et une vision extrêmement fines, capables de percevoir les mouvements les plus subtils et les sons les plus lointains. Même à travers d'épais murs de béton, ils semblaient y sentir la présence et les intentions de ceux qui s'approchaient d'eux. Le docteur Stahl, fasciné par ces événements, a proposé une série de tests destinés à mesurer et à contrôler ces nouvelles capacités. La phase la plus importante de l'étude concerne toutefois les tests d'obéissance et de contrôle. Le général Maximilian von Krupp, conscient du danger que représentent ces créatures, doit voir s'il est possible de les contrôler et d'en faire des armes efficaces. Pour ce faire, les scientifiques ont mis au point une série d'exercices destinés à tester la capacité des sujets à suivre les ordres. Les premiers tests ont été menés avec une extrême prudence. Les scientifiques, accompagnés de soldats armés, sont entrés dans les cellules pour interagir directement avec les sujets. À l'aide d'ordres simples et d'un renforcement positif, ils ont tenté de leur apprendre à obéir à certaines instructions. Les premiers résultats ont été mitigés. Certains sujets ont répondu avec une obéissance évidente, tandis que d'autres ont montré des signes d'agressivité et de résistance. Le docteur Reinhardt, qui les observait attentivement, a remarqué que les sujets semblaient mieux répondre lorsque les ordres étaient donnés par le général von Krupp. La présence autoritaire du général et son ton ferme et directif semblent avoir un effet apaisant sur les sujets. Profitant de cette constatation, des séances régulières ont été organisées au cours desquelles le général donnait des ordres directement au sujet. Au fil du temps, les résultats se sont améliorés. Les sujets étaient de plus en plus disposés à obéir aux ordres, exécutant des tâches simples avec précision et sans résistance. Ils apprennent à s'asseoir, à se tenir debout et à franchir des obstacles conçus pour tester leurs capacités physiques et mentales. Chaque réussite a été soigneusement enregistrée et les scientifiques ont ajusté leurs méthodes pour maximiser l'efficacité de l'entraînement. Les progrès sont évidents. Les cobayes, qui étaient auparavant des animaux turbulents, montraient désormais des signes d'obéissance et de discipline. Leur comportement agressif diminue et leur capacité à suivre les ordres devient plus cohérente. Les soldats et les scientifiques de 2001, bien que toujours méfiants, commencent à se sentir plus confiants en sa présence. Le général von Krupp, qui observe les progrès, ne peut cacher sa satisfaction. Le projet Arctos, lancé comme un pari, semble maintenant porter ses fruits. Les créatures, ces fusions d'hommes et de loups, se révèlent non seulement puissantes, mais aussi maîtrisables. La vision d'une armée de super-soldats capables de suivre les ordres et de détruire les ennemis du Reich se rapproche de la réalité. Au fond de lui, le général se rend compte que l'obéissance de ses sujets est fragile. La frontière entre le contrôle et le chaos est des 1000 fois plus fragile, et toute erreur peut conduire au désastre.
Malgré cela, l'espoir et l'ambition l'emportent, au fur et à mesure que les sujets d'expérience font preuve d'obéissance et de discipline. Le projet Arctos se rapproche de son terme. Les scientifiques poursuivent les tests, affinent les techniques et renforcent les mesures de sécurité. Encouragé par ces succès, le général ordonne la préparation de la phase suivante du projet. Les cobayes, désormais dociles et obéissants, sont prêts à être utilisés dans un environnement plus vaste et plus complexe. Les cobayes, montrant des signes d'obéissance et de discipline, le général Maximilien décida qu'il était temps de les transférer dans un lieu plus approprié pour un entraînement approfondi et un éventuel déploiement. Le nouveau site, une base militaire fortifiée, offrait de meilleures ressources et une plus grande sécurité pour travailler avec les créatures. Les préparatifs du déménagement commencèrent à l'aube. Soldats et scientifiques travaillent efficacement, sécurisant les cages de transport et vérifiant les mesures de sécurité. Les sujets d'expérience ont été mis sous sédatifs afin que le transfert se déroule sans encombre. Cependant, malgré toutes les précautions prises, un sentiment de malaise s'empare de nombreux membres du personnel, comme une ombre invisible annonçant des problèmes. Les cages d'acier conçues pour résister à la force surhumaine des sujets sont soigneusement transférées des chambres souterraines vers les véhicules blindés qui attendent à la surface. Tout semble se dérouler comme prévu, jusqu'à ce qu'un soldat, effectuant un dernier contrôle des cages vides, remarque quelque chose d'inquiétant. L'une des cellules était complètement vide, et il n'y avait aucun signe du sujet qui était censé s'y trouver. L'alarme s'est immédiatement déclenchée dans les couloirs et a alerté tout le personnel. Des soldats armés se retournent rapidement, armes prêtes à tirer, et commencent à inspecter chaque recoin à la recherche du sujet manquant. La panique s'installe lorsqu'on découvre que non pas une, mais toutes les cellules sont vides. Les sujets ont disparu sans laisser de traces. Le général von Krupp, furieux et inquiet, ordonne la fermeture de toutes les issues et le bouclage de l'installation. Il ne peut se permettre de perdre le contrôle des sujets, et encore moins de les laisser s'échapper vers le monde extérieur. Soldats et scientifiques se précipitent frénétiquement à la recherche du moindre signe de la présence des sujets. La tension dans l'air devient palpable lorsque le silence est soudain rompu par un cri perçant provenant du plafond de l'une des salles de contrôle. L'un des cobayes tomba avec une vitesse et une force surhumaines, se jetant sur le scientifique. Les griffes du sujet ont tranché la chair et les os avec facilité, laissant le scientifique mort en quelques secondes. Paniqués, les soldats ouvrent le feu, mais le sujet se déplace avec une agilité impossible. Le chaos s'ensuivit lorsqu'un autre sujet sortit de l'ombre et attaqua 3 soldats simultanément. La brutalité de l'attaque est indescriptible. Les soldats sont réduits en pièces avant même d'avoir pu réagir. Les coups de feu résonnent dans les couloirs, mais les sujets sont rapides et mortels, utilisant chaque coin et chaque ombre pour tendre des embuscades et détruire leurs cibles. Le général von Krupp, qui observe le désastre depuis la salle de contrôle sécurisée, éprouve un mélange de colère et de désespoir. Il avait sous-estimé l'intelligence et la férocité de ses propres créations. Les cobayes en liberté étaient les créatures mortelles qu'il avait rêvé de créer. Mais ils étaient incontrôlables. Les forces de sécurité luttent pour les contenir et les pertes commencent à s'accumuler. Chaque escarmouche se solde par la mort ou la blessure grave de soldats et de scientifiques. Les entités, désormais dans leur élément, chassent leur proie avec une précision et une impitoyabilité qui font froid dans le dos. Le général, tentant de reprendre le contrôle de la situation, ordonna l'évacuation du personnel non lié et concentra les soldats dans des positions défensives près des sorties principales. Il espérait pouvoir coincer les sujets et les neutraliser
Mais le mal était déjà fait. Les installations d'Annénerbe, autrefois bastion de la science et du contrôle, étaient limite devenues un champ de bataille sanglant. À la tombée de la nuit, les cris et les tirs se font de plus en plus aveugles. L'installation, plongée dans l'obscurité et le chaos, est devenue une scène de carnage. Les cobayes, qui avaient mandé retrouver leur liberté, se déplaçaient comme des ombres assoiffées de sang, laissant derrière eux une traînée mortelle. Le général von Krupp se rend compte que le projet Arctos a atteint le point de non-retour. L'avenir du projet et du général lui-même ne tenait qu'à un fil fragile et effiloché lorsque les cobayes étaient libres et incontrôlés. Les soldats lourdement armés avancent prudemment, éclairant le chemin avec des torches dans l'obscurité. Soudain, l'un des soldats fut renversé par une silhouette sombre, se déplaçant à une vitesse surhumaine. Les griffes acérées du sujet transpercèrent le corps du soldat et lui ouvrirent la poitrine, dévoilant ses organes. Les camarades du soldat ont ouvert le feu, mais le sujet s'est déplacé avec une étrange agilité, esquivant les balles et disparaissant dans l'obscurité. Au fur et à mesure que la bataille se poursuit, il devient évident que les sujets ont atteint un nouveau stade de transformation. Leur corps avait subi une métamorphose complète, devenant mi-humain, mi-loup. Leur fourrure argentée scintillait à la lumière des torches, et leurs yeux rouges brillaient d'une fureur inhumaine. Ces créatures étaient bondées plus grandes et plus musclées, avec de longs museaux et des dents acérées qui dégoulinaient de sang. Leur capacité à se déplacer silencieusement et à attaquer avec une précision mortelle faisait de leur affrontement un cauchemar. Les soldats, malgré leur entraînement et leur armement, se trouvent dans une situation désespérée. Le général Maximilian von Krupp, qui observe le carnage depuis son poste de commandement fortifié, éprouve un mélange de désespoir et de détermination. Comprenant qu'il ne peut laisser ces monstres quitter les lieux, le général prend une dernière décision désespérée. Il ordonne à son personnel de préparer du gaz Cyclone B, une arme mortelle utilisée dans les camps de la mort. Il savait que ce gaz était son seul espoir de les neutraliser avant qu'ils ne causent d'autres destructions. L'équipe de sécurité, équipée de masques à gaz, a distribué à la hâte des bouteilles de gaz Cyclone B dans l'ensemble de l'installation. Les bouches d'aération furent ouvertes et le gaz commença à s'infiltrer dans les zones où se déroulait la bataille. L'air devient épais et lourd. Le nuage mortel se répandit rapidement. Les 2 millions de cobayes, sentant le gaz, commencèrent à se tortiller et à rugir avec encore plus de fureur. Leurs corps réagissent violemment au cyclone B. Leurs mouvements deviennent erratiques et désespérés alors qu'ils tentent d'échapper au gaz mortel qui pénètre dans leurs poumons. Les soldats, qui se tiennent à distance et observent avec horreur les créatures se gonfler et se convulser, voient là donc le gaz provoquer une réaction catastrophique dans le corps des sujets d'expérience. Le gaz a provoqué une réaction catastrophique dans le corps des cobayes. Leurs cellules, modifiées de par des expériences génétiques, sont incapables de résister à la toxicité du cyclone B. Dans un spectacle effroyable, leurs corps ont commencé à exploser l'un après l'autre, se transformant en lambeaux de sang et de sang. Le bruit des explosions résonne de manière infernale, marquant la fin du cauchemar. Le général von Krupp, qui observe la scène par la fenêtre, s'accorde un moment de soulagement. Il avait réussi à contenir les créatures, mais à un prix terrible. L'installation est jonchée des cadavres de ces hommes et des monstres qu'il a créés. Le projet Arctos, qui avait débuté avec un si grand potentiel, s'était terminé par un désastre sanglant. Alors que le site est plongé dans un silence de mort, le général comprend qu'il doit prendre des mesures drastiques pour s'assurer qu'aucune trace du projet Arctos ne subsiste.
Il ordonne à ses hommes de commencer à balayer et à détruire toutes les preuves. Les documents, les échantillons et tout ce qui pouvait trahir l'existence du projet devait être détruit. Les soldats ont rassemblé tous les documents et toutes les preuves du projet et les ont remises au général pour qu'il les détruise. En continuant à lire les documents, j'ai découvert une lettre adressée à mon grand-père. Elle émanait du Führer. La lettre contenait un ordre clair. Ne rien détruire et garder vivant le rêve de créer une armée de super-soldats, aussi terrible soit-il. Décidant que ces documents ne tomberaient pas entre de mauvaises mains, j'ai décidé de clore l'histoire pour toujours et d'effacer toutes les informations.